Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Le problème de la sécheresse a dominé la première rencontre du nouveau préfet de la région, Francis Lamy, avec les agriculteurs aujourd'hui. Même si les départements auvergnats ne sont pas encore sous le coup de la restriction, cultivateurs et éleveurs ont déjà des difficultés. Les épreuves du concours du meilleur ouvrier de France se déroulent à la Grande Halle d'Auvergne jusqu'à dimanche 22 mai. Parmi les professions représentées, les bouchers. Et puis la restauration du château de Salède, le bâtiment classé monument historique bénéficie de travaux de restauration grâce au dynamisme d'une association de riverains. Un ostéopathe puy-d'Aumois affirme être l'arrière-petit-fils d'un des fondateurs du groupe Michelin. Il saura le 21 juin prochain si la justice lui donne raison. Jean-Philippe Rouchon affirme être né d'une liaison adultérine entre sa mère, Annick Rouchon, et Patrice Michelin, l'un des fondateurs du groupe de pneumatiques. Apprenant que son nom n'était pas couché sur le testament de celui qu'il dit être son père, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour faire reconnaître sa filiation. La première rencontre du nouveau préfet de région avec les agriculteurs ce mardi. Francis Lamy a souhaité faire le point sur la situation de cette profession en Auvergne. Une préoccupation s'est invitée au cœur des discussions, la sécheresse. Angélique Mangon, Raphaël Poujon. Qu'ils soient éleveurs ou céréaliers, ils ont tous le même mot à la bouche, sécheresse. Il ne pleut toujours pas et les agriculteurs auvergnats sont inquiets. Ils ont profité de la venue du préfet pour le faire savoir. Moi qui suis à 1100 mètres d'altitude, on n'a quand même pas eu d'eau depuis le mois de janvier. On a eu quelques millimètres de neige, mais c'est tout. Et on est dans un état où les sources des ruisseaux vraiment en montagne, quoi, même à plus d'un 100 après, coulent quasiment pas, quoi. Le préfet, lui, s'est voulu rassurant. Pas question pour l'instant de mettre en place des restrictions pour l'irrigation. 90% des prélèvements du département sont effectués sur l'Allier et sa nappe d'accompagnement dont les niveaux restent corrects. Quant au barrage de Nossac, régulant les niveaux d'eau, il est plein. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans une situation qui justifie, au moment où je vous parle, des mesures restrictives, mais simplement une vigilance toute particulière. Mais les surfaces irriguées ne représentent que 10 à 15% des terres agricoles. Pour le reste, pas de solution dans l'immédiat. Si la sécheresse continue, les éleveurs craignent de manquer de fourrage pour alimenter leurs bêtes. Du coup, les agriculteurs misent sur la solidarité entre les éleveurs et les céréaliers. Éviter si possible de broyer la paille. S'il y a des jachères qui sont disponibles, de les récolter ou de voir avec des éleveurs pour les faire manger. C'est vrai que c'est pas forcément récoltable partout. Mais cette solution n'est qu'un pansement sur une plaie qui pourrait s'ouvrir davantage si la météo reste aussi peu clémente avec les agriculteurs. Ils donnent tous le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de briller dans leur catégorie. Le concours des meilleurs ouvriers de France se déroule actuellement en large partie à la Grande Halle d'Auvergne. 138 métiers sont représentés dans le concours des meilleurs ouvriers de France. Hier, 8 bouchers étaient à l'œuvre. Philippe Robert. Une pintade et une épaule d'agneau, voilà ce que ces 8 bouchers doivent préparer. 2 viandes à farcir avec pour tous les mêmes ingrédients. Seule la recette est libre. Tout ceci en 3 heures, sous le regard de 6 membres du jury. Il y a une note de désossage qui est apparue tout à l'heure. Toutes sont désossées bien, puisqu'en définitive, c'est l'essentiel du métier. C'est par là qu'on commence à apprendre le métier, et puis dans le parage aussi. Le parage, opération délicate qui consiste à enlever les nerfs. Ici, ces candidats le font avec une grande dextérité, de quoi laisser perplexe le public. Je suis nul là-dedans. Je la mange, mais je la fais pas. Des bouchers qui se transforment en cuisiniers, de quoi élargir les possibilités du métier et peut-être susciter des vocations auprès de ces collégiens de Cournon. Si jamais je veux faire cuisinière, changer d'un avis, ça pourrait m'instruire à regarder et à savoir faire des choses, à apprendre, tout ça, quoi. Des candidats qui ici sont les ambassadeurs de leur profession et forcément face au public, il y a un stress supplémentaire. Même si dans nos boutiques, on a l'habitude de travailler avec le contact du client, mais on n'est pas dans un même contexte. Là, il y a quand même la pression du concours. C'est un sujet qu'on vient de découvrir, qui allie quand même un petit peu la cuisine. Ce n'est pas des secteurs où, même si on donne le conseil, on n'est pas des cuisiniers. Le jury notera le produit selon son originalité, sa tenue et bien sûr sa saveur, puis décernera éventuellement le titre de meilleur ouvrier de France. Pour ces 8 candidats, ce serait la consécration suprême.
Et au final, un seul boucher a remporté hier soir le titre de meilleur ouvrier de France dans la catégorie boucher-étal. Il s'agit de Johan Mounier-Venier qui vient de la Drôme. Il est salarié d'un centre de formation des apprentis et exerce son métier depuis une quinzaine d'années. Le château La Chaux-Montgros, situé à Salède, est en pleine restauration. Ce bâtiment datant du XVIe siècle, classé au monument historique depuis une dizaine d'années, a trouvé un second souffle et ce grâce à une association de riverains. Des travaux de sécurisation des lieux sont en cours. Angélique Mangon et Jonathan Klein. Il est le seul édifice classé monument historique de la commune de Salède. À quelques kilomètres du village, le château de la Chaux-Montgros est rénové depuis 40 ans par une association de riverains. Après 2 chantiers de sauvetage, c'est une 3e étape de la rénovation qui vient de s'achever. Son but, consolider les murs existants et fermer les ouvertures pour éviter que le château ne se dégrade davantage. On arrive donc dans cette salle dont les changements sont considérables puisque aujourd'hui on voit cette cheminée qui est aujourd'hui étayée, donc sécurisée. Et on aperçoit aussi donc le fameux parapluie, on le voit bien d'ici, c'est-à-dire cette structure métallique et provisoire qui consiste à mettre le château hors d'eau. Depuis janvier, 300 000 € ont déjà été déboursés pour consolider l'édifice, un investissement colossal financé grâce à de nombreux partenaires. Le château était inscrit à l'inventaire, aujourd'hui il est classé monument historique, ce qui signifie le concours de l'État, des collectivités territoriales, Conseil général et Conseil régional, et éventuellement la Fondation du patrimoine. Tout ça, pour le mieux, ça représente 80%. Les 20% qui restent, c'est le mécénat. Déjà, les visiteurs se promènent à travers les échafaudages et redécouvrent le château de la Chaux-Montgros. L'association pour sa renaissance, elle, poursuit ses projets. Plus de 15 ans de travaux seront nécessaires pour que l'édifice soit entièrement restauré. Des séances de sport destinées aux jeunes mamans accompagnées de leur bébé. La proposition n'est pas si courante. Les séances de gym poussette ont lieu 2 fois par semaine au Jardin Lecoq à Clermont-Ferrand. Une pratique venue du Canada qui a trouvé ses adeptes. Voyez le reportage de Valérie Guinard. 2 fois par semaine au Jardin Lecoq, c'est un ballet peu banal qui se crée. C'est avec une démarche rythmée que des mamans promènent leur bébé à la queue leu-leu. Encouragée par Anne-Solène Renoir, il s'agit là tout simplement d'un cours de gym poussette. Allez, on allonge le pas. Plus besoin de faire garder bébé pour aller à la gym donc, car la poussette devient ici un véritable outil pour le sport. Pendant la première partie du cours, donc elles marchent, elles font des exercices avec la poussette. Voilà, la poussette, elles se tiennent pas trop à la poussette, mais elle permet de marcher tout en gardant bébé dedans et en promenant bébé, quoi. Bébé se balade donc pendant que maman fait une vraie séance de gym avec exercices cardiovasculaires entrecoupés de courtes pauses d'étirement. La fin du cours sera tout aussi tonique avec des exercices pour muscler le haut et le bas du corps. Tout ça bien entendu sous l'œil amusé de bébé. La tête suit le mouvement, d'accord? Tournez pas la tête. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. La première fois, elle se demandait un petit peu où elle était, donc elle n'avait pas voulu dormir. Mais aujourd'hui, elle a fait sa petite sieste, sa petite gymnastique sur le tapis. Donc apparemment, tout va bien pour elle. Pas vrai, Valentine? Les bébés sont heureux d'être avec maman, les mamans comblées de se remettre en forme, surtout que ces cours de gym poussette insistent aussi sur les parties du corps mises à dure épreuve lors de la grossesse et de l'accouchement. Dernière semaine pour l'exposition des œuvres de Constantine Ossiani-Kouris à la Galerie d'art contemporain de Chamalières. L'occasion pour les amateurs d'art de découvrir les grands formats d'un artiste qui a consacré sa vie de peintre au travail de la couleur. Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Constantine Ossiani-Kouris s'est installé en Auvergne il y a 40 ans. Natif de Chypre, il a adopté la région et peint dans son atelier perché sur une colline. L'inspiration n'entre pas en ligne de compte dans son processus de création. Pour lui, la peinture, c'est tout simplement la vie. C'est une vie tout à fait parallèle à celle qu'on vit. C'est des choses qui sont tout à fait invisible. On fait du visible avec de l'invisible d'abord. Ça peut être les anges, toutes ces choses
très bizarres auxquels on croit ou on ne croit pas. Pour Yannick Kouris, l'art est résolument spirituel. Il ne se positionne pas du tout comme un artiste qui réfléchit à son époque à travers sa peinture. Son travail de création est sans rapport avec l'actualité qui ne l'intéresse pas vraiment. C'est davantage une histoire de traces et de mémoire qu'il tente d'apporter à travers ses toiles. J'ai vu que chaque personne qui voit mes peintures rencontre son petit paradis. Et qu'il soit concerné, qu'il puisse commencer à faire son propre voyage. Tout ça, c'est un voyage qui nous amène à l'immortalité. On veut bien on fait tout ça, pas seulement pour se dire je fais quelque chose, je fais un boulot, je fais ci. Non, je voudrais un jour me dire, j'espère qu'un jour quelqu'un se rappellera de moi. Ce qui frappe dans les grands formats de Yannick Kouris, c'est bien sûr la maîtrise de la couleur qui donne naissance à des œuvres très chatoyantes. Pour autant, l'utilisation d'une large palette de couleurs n'est pas une règle immuable. Le bleu se décline parfois à l'infini, comme pour lui rappeler la mer qui entoure son île d'origine. Il m'arrive de faire des trucs un peu monochromes, comme la toile bleue qui est là-bas, mais même dans le monochrome, il y a des dizaines de couleurs, des dizaines de nuances, et c'est fait comme ça parce qu'il y avait une raison de le faire. S'il utilise quelques mélanges d'aquarelle, de gouache et d'acrylique pour ses petites pièces, Yannick Kouris leur préfère l'huile pour ses toiles de prédilection, les grands formats. Et il choisit précautionneusement de très belles toiles de lin pour une meilleure tenue de sa peinture. L'artiste mêle parfois son travail à celui de son épouse, ce qui donne naissance à d'impressionnantes tapisseries dont deux sont exposées à la Galerie d'art contemporain de Chamalières. Et c'est donc à voir à la MAC jusqu'au 21 mai. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, les invités de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.